Maintenant, on va aller dans la partie Java. Ce qu'on va faire, on va partir avec l'application elle-même de base, puis ensuite on va descendre avec le web qui est le endpoint qu'on expose. Donc, commençons par regarder l'application Spring Boot elle-même. Une application Spring Boot va être annotée par Spring Boot Application, ce qui indique à Spring Boot qu'on est capable de rouler la méthode main à l'intérieur de cette application-là. On supporte aussi des configurations qui proviennent de la classe d'Application Properties qu'on va regarder un peu plus loin dans la vidéo. Et notre application, lorsqu'elle va être créée, on a le main en bas qui va créer notre application avec la classe, qui va ajouter les profils par défaut, qui va lancer un log d'application pour indiquer que l'application a été démarrée dans tel environnement, donc un peu de login. C'est ce qu'on voit au démarrage avec nos URL qu'on est capable de cliquer. Lorsqu'on démarre le Maven Wrapper, c'est cette information-là qu'on voit. Et ici, on a une vérification qui nous empêche d'être en développement en même temps qu'on est en cloud ou qu'on est en production. Donc, ce qui empêche d'avoir les fonctionnalités de développement, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Ça rend les deux profils mutuellement exclusifs. Cette méthode-là, post-contract, c'est une annotation qui dit que cette méthode va être appelée lorsque l'application va être construite à 100% et initialisée avec ses environnements. Parce qu'on est dans une application Spring Boot, donc il peut y avoir des méthodes qui sont passées au niveau du contexte. Ça va s'appeler après seulement. Lorsqu'on a une application Spring Boot, tous les répertoires, tous les packages qui sont plus bas que notre application, donc tous les packages comme Singularity Training, Vue, JSKCFR, point quelque chose, toutes les composantes qui sont là vont automatiquement être chargées, vont faire partie de notre application. Donc, toute composante Spring Boot annotée par component ou service ou quoi que ce soit va être chargée. Commençons avec les appels REST. Comme nous avons généré avec un WebSocket, nous avons ici un package particulier de service pour l'activité. Le service d'activité, c'est un contrôleur. Cette annotation indique que cette composante va être chargée. Ce que ça va faire, c'est que lorsque quelqu'un va venir envoyer un message sur Activity, automatiquement, l'activité qui va être reçue va être prise. On va rajouter ici des données supplémentaires sur l'activité, l'ID de la session, l'adresse IP. On va voir d'où ce qui vient tout à l'heure. Et on va ajouter le temps et on va retourner cette activité-là dans le tracker. Le tracker, lui, est sécurisé, donc seuls les admins vont pouvoir consulter les trackers, mais les gens, en général, les usagers vont pouvoir écrire sur la queue d'activité et ça va automatiquement créer une entrée au niveau du tracker. Lorsque les gens vont se connecter, les déconnexions aussi, avec l'objet de transfert, donc un DTO, c'est-à-dire un objet qui a des attributs de base avec les getters, les setters. Donc ça va permettre de faire notre messagerie au niveau du topic. Et ça va attacher le contrôleur sur cette messagerie-là. Maintenant, ce que nous avons aussi, c'est différentes ressources. Les ressources et les contrôleurs sont des endpoints particuliers. Donc si on regarde, on va prendre le premier, le User Resource, c'est un qui est fait par JHipster automatiquement. Donc tous les endpoints vont commencer au minimum par /API, suivi de leur mapping particulier. Ce qui veut dire que je vais avoir, pour toutes les requêtes, je vais avoir API et User. Donc notre contrôleur, REST Controller, donc vraiment des endpoints REST classiques dans ce cas-là. Donc lorsque je vais faire /API, /users, je vais avoir la liste de tous les usagers avec potentiellement un pageable comme requête. Le pageable va être créé par Spring Boot. Il y a une certaine magie qui se fait. Ça va transférer les informations de pagination dans un objet pageable et cet objet-là va être utilisé pour récupérer une page sur 2, une page sur 3 selon le cas. Donc c'est ce qui va nous permettre d'aller récupérer des données qui sont indexées au niveau de la pagination. Ça va me retourner une réponse qui est typée selon une liste de user DTO. Le fait d'avoir des user DTO, les Data Transfer Object, va permettre de faire en sorte que lorsqu'on va récupérer les données, on va les récupérer, mais dans un format qui est unifié tout le temps, ce qui fait que même si c'est des users qui proviennent d'un Keycloak ou des users internes de JHipster ou des users faits par un autre mécanisme de sécurité, ça va demeurer un user régulier. Donc, on fait un découplage entre les deux.
Ici, ce qu'on a aussi lorsqu'on va récupérer les usagers avec la page, ça va nous retourner une page d'usagers, mais ça va nous permettre aussi un utilitaire qui fait partie de JHipster qui permet de générer notre pagination en fonction des données reçues. Parce que la pagination est fournie dans des headers. Donc, on appelle la requête, on extrait les informations de pagination, on obtient la liste, et la liste qui est retournée va être uniquement une liste des objets. La pagination, elle, va faire partie des headers supplémentaires qu'on envoie à la requête, d'où notre réponse entity avec le contenu de la page, c'est-à-dire la liste des usagers, avec les headers, et c'est une réponse OK, le 200 au niveau des statuts. L'ensemble des requêtes va être pas mal toujours sur ce patron-là. On a un contrôleur, il appelle un service, le service est implémenté pour aller chercher les données dans potentiellement un repository, typiquement Mongo. Donc on a toujours cette couche-là qui est implémentée de base. C'est un patron quand même assez classique où on a le contrôleur, le service qui fait le travail entre les deux, qui va modifier aux besoins, et le repository qui est le stockage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les authorities, qui est un autre appel qui va récupérer la liste des rôles qui sont disponibles, et finalement le login qui va récupérer le user DTO, normalement celui qui devrait être logué en ce moment-là. Get user with authorities by login, donc selon le login, on devrait être capable de récupérer notre user DTO, et comme le user service nous donne un usager qui peut être légèrement différent et qui peut contenir plus d'informations que ce qu'on veut retourner, c'est là où on fait un map qui va créer un nouveau user DTO. Donc ici, pour ceux qui ne sont pas habitués avec IntelliJ, si je tiens la touche CTRL enfoncée et que je clique sur le new, ça va m'amener à la méthode qui va être utilisée. Donc dans ce cas-là, le new user DTO, c'est un user DTO, ça va appeler le new avec le user, et ça va convertir notre user du service vers un user DTO, donc un Data Transfer Object. C'est souvent utilisé. Dans le cas de nos Space Events qui sont générés, donc avec l'API, on a encore la même mécanique. Donc, tout ça, c'est généré automatiquement. Une mécanique, le nom de l'application est transféré. C'est créé ici le constructeur. Lorsqu'il y a un seul constructeur, Spring Boot va utiliser ce constructeur-là pour créer l'objet. Il va injecter automatiquement le service lors de la création. Donc, c'est Spring Boot qui va s'occuper de générer les objets, de les créer. On n'a pas besoin de les créer nous-mêmes. Et nous avons ici, donc, le post qui permet de créer. Donc, on s'attend que le post finisse par faire la ressource .save avec notre événement et que ça retourne donc les notifications. Et on a ici un Create Entity Creation Alert qui est un utilitaire dans les headers qui permet de rajouter des informations dans le header pour faire les messages de la création. Parce que lorsqu'on a créé l'objet, on va retourner typiquement le résultat avec un OK pour dire que l'objet a été créé. On n'ira pas ajouter de données supplémentaires pour indiquer le statut de l'objet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner l'objet dans un 200 OK. On va retourner ce qui a été créé, soit 200 OK, soit 204 pas de contenu, ou juste 201 il a été créé. On va retourner la valeur et on va mettre le résultat de la création comme contenu de la page et l'information comme quoi on l'a créé, à quelle date, s'il y a eu des notes supplémentaires, on va les mettre dans les headers pour ne pas changer notre contrat. Donc, c'est vraiment les headers qui contiennent les champs supplémentaires. Ce qui est retenu dans le body, ce qui est transféré, c'est uniquement notre objet. Le put pour faire les modifications, le get pour faire la liste des événements, le get pour récupérer un événement en particulier par ID, et là on va avoir le service qui va faire un find one. Comme c'est un optional Java, c'est-à-dire que ça se peut qu'il ne soit pas disponible, ils ont aussi créé une réponse utile qui va faire soit un 404 pour les not found ou va envoyer l'objet dans une response entity. Enfin, même principe ici pour le delete. Donc si on veut effacer, on fait un appel de type delete sur les ID. On va avoir ça pour notre Space Event. On va avoir ça, la même chose pour le Mission Resource. Je ne passerai pas au complet. Ça va appeler le service, on va faire le travail. On a des particuliers au niveau du logout. Le contrôleur de logout, lui, n'a pas de service en soi. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il invalide la session, ce qui effectue effectivement le logout. Et si la page devait
avoir de la sécurité pour être connecté, ben dans ce cas-là, normalement, je vais être redirigé vers le Keycloak ou l'autre mécanisme d'authentification pour me loguer. On pourrait aussi changer la page, donc faire une redirection. Donc, il y a des mécanismes au niveau des logouts qu'on peut respecter. Le Client Forward Controller, celui-là est un peu particulier. Ce qui arrive, c'est que le Client Forward Controller fait en sorte que les applications vont être retournées à la racine tout le temps vers notre application vue de base, parce que l'application vue a des URL qui sont virtuelles, donc on n'aura pas vraiment accès à ces URL-là. On veut que ce soit l'application vue qui les gère, donc on retourne à l'application vue à la racine. Les API, donc celui-là c'est le Hot-Info, lui n'a pas de service en soi, parce que ce contrôleur-là, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie les informations d'authentification avec l'issuer, le client ID, qui sont des constantes là, qui sont configurées, donc il n'y a rien de particulier là-dessus. Le Audit Resource va retourner les objets dans un Audit Event. C'est un objet de Spring Boot. Ce qui fait que on va aller chercher, on a un service un peu particulier au niveau de l'Audit Event Service qui va transférer l'événement stocké vers un Audit Event. Donc on va le voir un peu lorsqu'on va aller dans le service. Et ce qui est intéressant de l'Audit Event Service, bon, on a bien sûr le Find All qui va trouver tous les événements qui sont stockés. Bien sûr avec la pagination, donc c'est tout le temps la même recette qu'on va retrouver. Mais on a aussi des finds plus évolués qu'on va regarder. Donc on est capable de fournir ici en paramètres des From Date to Date. Donc c'est des recherches qui sont plus avancées au niveau de nos contrôleurs. Cette annotation-là dit qu'on va avoir un paramètre dans notre request. Ça pourrait être un paramètre de navigation. Là, c'est un request param. Ça pourrait être un path param, mais là, c'est un request param, ce qui veut dire qu'il y a un point d'interrogation, la valeur égale telle valeur. Ça va extraire automatiquement ce qui est dans la chaîne de texte, la convertir dans un objet date avec un formateur spécial qu'on va voir un peu plus loin. Et ça va prendre ces deux paramètres-là, puis ça va faire une recherche du service avec un find by date qu'on a créé dans le service. On va aller voir comment que lui se comporte pour aller faire la recherche au niveau du dépôt Mongo, parce qu'on a comme des interfaces magiques, des magic interfaces en anglais qui appellent, qui font ça. Bien sûr, la réponse avec les headers. Le Account Resource, c'est un autre API qui est généré, donc par défaut. L'account resource, dans ce cas-là, va récupérer le get account. Ici, c'est un principal. Ça n'est pas indiqué plus que ça, mais juste le fait de mettre cet objet-là dans la requête. Spring Boot connecte un principal, c'est un principal de sécurité. Il va donc chercher dans la sécurité l'objet principal, le trouver et l'injecter dans la requête au fur et à mesure pour obtenir celui qui est présentement dans la requête. Spring Boot fait cette mécanique-là dans certains cas. Il y a une gestion des sessions, il y a une gestion des requêtes qui fait en sorte que même si mon appel est fait, ben, je vais le faire toujours avec l'objet présentement dans la requête. C'est pour ça que c'est important dans les contrôleurs de ne pas venir mettre d'informations qui est spécifique à l'usager parce qu'on a une seule instance du contrôleur et si on commence à stocker des variables d'instance, ces variables-là vont être partagées avec tous nos usagers. Si c'est partagé volontairement, c'est correct, sinon on a un problème. Donc parfait, notre principal va récupérer à partir de ce principal-là, il va le convertir en user DTO, comme je disais tout à l'heure, pour retourner un format standard de l'usager. Donc, il y a une conversion qui est faite ici par le user service. Donc, au niveau de la mécanique d'erreur, on a un peu de travail qui est fait. On a certaines exceptions qui sont créées pour permettre de faire la translation au niveau des erreurs. On a des constantes d'erreur pour les messages, les validations. On a aussi la mécanique pour les types de problèmes, parce que c'est des problèmes qui sont remontés comme erreurs, au lieu d'être du HTML, donc c'est du JSON autant que possible pour les API. Et on a ici un Controller Advice. Le Controller Advice, c'est une notation qui permet à Spring Boot de savoir que les erreurs, lorsqu'elles vont être rencontrées, vont devoir être traitées d'une certaine façon. C'est là où on a des méthodes de traitement d'erreurs, de requêtes, qu'à partir de ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça va faire le tour de l'entité, et si le contenu, c'est un type de problème, ben ça va convertir le message en erreur et ça va mettre les codes de validation pour nous. Donc, partout où on va transférer dans notre réponse un objet de type problème, ça va être converti automatiquement, puis ça va être utilisé donc pour chacun des
des types d'objets. On va pouvoir les transférer, mettre les champs supplémentaires. Ça va être fait par nous, mais à la largeur du Spring Boot. Même principe pour les arguments. Donc, celui-là, c'est une erreur normalement de Spring Boot. Je ne m'abuse. C'est une erreur de Spring Framework, effectivement. Donc, dans le cas où on a cette erreur-là, ça va créer une nouvelle sorte de problème. Donc, ça ramène toutes les erreurs, toutes les exceptions. Et si vous en avez ou vous les utilisez aussi, ça ramène toutes les exceptions dans un mode problème de création. Maintenant, nous allons voir du côté service. Le côté service, notre mission et notre Space Event, c'est les plus simples. On les regarde en premier. Un service a été créé, mais le service est vraiment extrêmement simple dans notre cas. Ce qui a été créé, c'est tout simplement un service qui prend un repository. Ça fait partie de Spring Data. Donc, on va recevoir le repository de Mission Repository, qui est une classe qui va stocker nos données. Et généralement, on va simplement déléguer les appels. Donc, la mission, on va la sauvegarder dans le repository. Et comme le repository prend le même genre d'objet, on va pouvoir les faire. On fait le repository.findAll pour trouver tous les items. Find by ID. Donc, ça, c'est des méthodes qui sont faites au niveau du repository automatiquement. On pourrait faire aussi des recherches plus avancées au niveau du repository. C'est les Magic Interface. On va en voir dans les autres exemples. Donc, mission service, même principe pour le Space Event Service. C'est du code généré très de base. Les autres ont un peu plus de mécanique. Donc, si on regarde le User Service, celui-là, il est créé avec le User Repository parce qu'on fait une copie de l'usager dans le repository. On a aussi les autorités parce que l'usager a ses droits, donc on va être capable de les lire dans les deux données. Et la gestion de la cache, parfait. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on va mettre à jour un usager? On va prendre l'usager logué, on va vérifier si on le trouve par son login. S'il est présent, on va le mettre à jour. Normalement, on devrait avoir une erreur ou quelque chose du genre. Si l'usager n'est pas présent, on devrait le créer. On ne devrait pas le mettre à jour. On a aussi une synchronisation qui est faite avec le provider d'identité, donc IDP, qui est le Identity Provider. C'est à ce moment-là où on reçoit les détails de l'usager par le token, que ce soit un JWT ou un Keycloak. On reçoit un token avec l'authentification. Et c'est là où l'usager va se faire synchroniser, va être créé avec les autorités disponibles. Donc, c'est lorsque l'objet est créé au complet et mis à jour selon le cas, et finalement stocké en tant qu'usager. Et là, ici, on a une méthode qui va permettre de effacer la cache pour cet usager-là en particulier parce que l'usager a été modifié. Donc, toutes ces méthodes-là permettent de transférer le fait que notre usager nous arrive par un token d'authentification, que ce soit un OAuth2 ou le JWT qui fait partie de Japster, pour venir mettre à jour cet usager-là. Donc, c'est la mécanique de ce service-là, avec le mapping ici qui est fait pour le transférer d'une map de données vers l'usager lui-même. C'est l'usage du User Service. Le Audit Event Service, lui, étant donné que le Audit Event Service doit fournir des Audit Events de Spring Boot pur, mais les stocker dans un format Mongo, il y a une translation qui est faite entre les deux. C'est le rôle principal de ce service-là. Un autre rôle qu'on a, c'est le rôle de planification. Donc, à tous les 12 heures AM, on fait une recherche. On fait un find by audit event date before. Ça, c'est automatique. Donc, find by, c'est la nomenclature pour le faire. Audit event date, parce qu'il y a un champ qui s'appelle audit event date. Before, avant. L'instant présent, moins la période de rétention, 60 jours, en jour. Et les événements qui se retrouvent trouvés ici, on va tout simplement les effacer. Donc, on récupère la collection en faisant une recherche et on efface les données qui sont plus valides, qui sont expirées. Tout ça automatiquement avec les tâches cédulées. Les autres appels, find all, tout simplement. On va faire un find all avec la page. Ça va nous retourner normalement une page d'un autre format. Et on a un convertisseur ici qui va, en appelant la méthode convert to audit event, va convertir le format, va enlever les champs qui ne sont pas nécessaires au niveau de la MongoDB et juste copier les champs nécessaires à l'audit event. Donc, c'est le mapping qui permet de faire la conversion entre les deux.
On a un user mapper ici qui permet de la conversion des users dans un certain format vers le user DTO. Donc, entre le stockage, même principe. Donc, pour partir du stockage MongoDB, s'en aller vers une représentation REST. Les DTO, le user DTO ont toujours besoin d'être créé, bien sûr. Donc, quand on a un service avec des DTO, c'est créé ici avec JHipster. La sécurité est configurée ici. Donc, dans le package de sécurité, c'est toute la partie configuration de sécurité. Donc, le Auditor Aware avec le Get Current Auditor, ça fait partie de Spring Data. C'est ce qui nous permet de savoir qui est l'individu, qui est le principal ou qui a modifié une donnée. J'ai discuté tout à l'heure des champs Modified by, des Last Modified, ces champs-là qui sont attachés sur les données Spring Boot. On va les voir tout à l'heure dans les données du domaine. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner l'auditeur courant. Donc, on va aller chercher dans une classe de sécurité utile qui est juste à côté là, l'usager présentement connecté, ou sinon, on va mettre le système account, donc une constante qui dit que ça a été fait par un processus en arrière-plan. Ça nous permet d'obtenir toujours un nom d'usager lors de notre audition, et c'est fait automatiquement. Il y a des annotations pour ça dans Spring Data. Notre sécurité utile, comme je disais, c'est lui qui vient faire la mécanique, donc d'obtenir l'usager logué principal. Ce qu'il va faire, c'est récupérer le contexte de sécurité, c'est du Java et Spring Boot standard. Va extraire le principal, c'est vraiment un principal Java. Et selon le type d'authentification qu'on va recevoir, on va obtenir le nom du principal ou une string vide. On a aussi quelques petites mécaniques qu'on pourra utiliser pour savoir si l'usager est dans certains rôles et aussi pour convertir les rôles qui sont dans le token vers des autorités. Donc, les rôles qui sont dans le keycloak qui nous arrivent sous forme d'un claim, ce qu'on appelle, dans un token. Ces rôles-là vont se retrouver convertis dans des authorities qui correspondent à ce qui est utilisé à l'interne de JHipster et du contexte de sécurité. Bon, les constantes qui sont pour nos authorities, si on veut en ajouter d'autres, c'est là qu'on va le faire normalement. Donc, on a la partie OAuth2 qui contient un DTO, donc avec le type de token, le scope, les expirations, donc standard comme champ. Et on a un utilitaire qui permet de faire la conversion, qui récupère les claims du JWT et trouve les autorités qui sont disponibles pour le token courant. On a aussi le Audience Validator, qui lui s'assure que le token qui a été émis pour la bonne audience, l'audience étant normalement le client. Donc, on ne peut pas utiliser un token qui a été émis pour notre web app de JHipster et l'utiliser pour une autre application qu'on ferait à côté. Il faut que ça soit le bon token pour la bonne audience, sinon il va être refusé tout simplement. Au niveau du repository, c'est là où vont être générées les entités de stockage. Dans le cas des repositories MongoDB, c'est des interfaces magiques. Donc, si on regarde le Mission Repository, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on va créer un repository de type Mongo pour des missions et la clé primaire va être un type string. Le reste va faire partie du Mongo. Je vais aller voir dans la classe ici qui est décompilée, mais les fonctionnalités de base de find all, de save all et les find by ID se retrouvent dans la super classe. Donc, toutes ces fonctionnalités-là vont se retrouver disponibles en méthode, mais typées avec l'objet T ou S selon ce qu'on a passé, T étant le type d'objet, ID étant le type de la clé primaire. Donc, ces données-là vont être passées de cette façon-là au niveau du Mongo, à la fois pour la mission et pour le space. Les autres sont légèrement différents. Donc, dans le cas de l'authority, ça va stocker des authorities, il n'y a rien de particulier. Dans le cas du persistence audit event repository, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ont ajouté des méthodes, les méthodes magiques, qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir trouver en se basant sur le nom du principal ou trouver selon le nom et des dates d'événements qui sont après une certaine date et un certain type. Donc, on est capable de combiner dans le nom de la méthode les différents attributs qu'on veut et on fournit des attributs ensuite en paramètres à la méthode et ça va automatiquement générer l'interface magiquement au niveau c'est un virtual proxy probablement au niveau du repository qui fait cette mécanique-là. Celui-là est une interface, mais c'est pas lui qui est utilisé dans le contrôleur. Ce qui est utilisé, c'est l'autre version ici. Donc,
Vous pouvez utiliser ces quelques cas-là pour aller voir comment les méthodes supplémentaires sont ajoutées. Ici, on a une gestion de cache en passant qui permet de spécifier quel cache va contenir les objets. On peut mettre de la cache dans notre système. S'il n'y a pas d'annotation cacheable, il n'y a pas de cache qui est configurée. On va voir dans la configuration comment la cache est activée aussi, parce que la cache, c'est un service lui-même, et on doit mettre le cacheable sur les objets qu'on veut mettre en cache. On va aller dans le Custom Audit Event Repository. Celui-là en a un peu plus. Les particularités qu'on a, c'est qu'on va avoir, bon, au niveau du constructeur, il va prendre son repository, bien sûr. Il va prendre aussi le Audit Event Converter qui va être injecté automatiquement. Et ça va nous retourner une liste d'audit events, ce qui n'est pas la même chose que ce qui est stocké au niveau des événements. C'est pour ça que à la fin, il y a une conversion qui se fait pour convertir les événements qui sont des Persistent Audit Events vers une liste d'audit events. Ici, on a une particularité aussi, transactional, qui indique que lorsqu'on va venir stocker cet événement-là, on va le faire dans une nouvelle transaction. Il faut comprendre que les événements d'audit se font en parallèle. Donc, j'ai effectué quelque chose, donc je veux stocker l'audit, mais si jamais ma tentative d'effectuer une opération est en erreur, je ne veux pas que l'audit ait un rollback. Donc, je vais faire mon stockage d'audit dans une transaction à part. Elle va être stockée. Puis même si ma transaction courante que je suis en train de faire a une erreur, ça ne fera pas un rollback. Donc, ça va changer le niveau des transactions au niveau de la persistance. Donc, on ajoute des audits. Il y a une mécanique intéressante aussi pour s'assurer que l'événement stocké ne soit pas plus grand que ce qui peut être stocké dans la base de données. Toujours intéressant. Donc, ça veut dire que les audits vont être tronqués potentiellement. Maintenant, allons voir les objets d'affaires. Les objets d'affaires, on a notre énumération ici pour notre Space Type Event parce qu'on a défini qu'on avait une liste de valeurs, donc une énumération. Et on a une classe abstraite. C'est là où on voit que cette classe abstraite d'audit vient ajouter des champs supplémentaires qui ne font pas partie du JSON, donc qui sont ignorés au niveau de la sérialisation, des sérialisations. Mais on va quand même les utiliser. Donc, on a un created by avec un champ created by. Fait que normalement, même s'il nous est fourni, on va juste l'ignorer. Et il va être rempli automatiquement ici avec le created by qui fait partie de notre auditor aware contexte qu'on avait fait. Le created date va être fait par la date de création lorsqu'on a une création. Et le last modify by va être la personne qui l'a modifié. Donc, c'est des champs qui vont être remplis automatiquement parce qu'on a fait un Auditor Aware interface. Donc, ces champs-là vont se remplir avec les dates, ça c'est simple, mais avec le Modify By et le Created By, ces deux champs-là vont venir de notre interface. Et cette classe-là, elle est utilisée. Donc, si on regarde ici, pour ceux qui ne connaissent pas IntelliJ, je fais CTRL-clic, ou je fais non, juste clic, et je vais me rendre à, dans ce cas-là, on a une seule entrée, donc mon user, qui est ma seule entrée, qui est une extension de mon Auditing Entity. Et on voit qu'on a certaines données supplémentaires, login ID avec des tailles minimum, maximum, des patrons pour qu'est-ce qui est acceptable comme type de login ID, first name, last name. Et comme ça hérite de l'autre classe, ben ces champs-là supplémentaires vont être ajoutés. Et la classe user a une annotation ici de document qui indique que la collection à utiliser pour stocker cette classe-là dans la base de données Mongo. Dans le cas d'une base de données MySQL, ça serait une autre méthode, mais sinon c'est très près quand même. La classe Authority, c'est aussi un objet d'affaires qu'on va stocker. Principalement, on a juste le nom. La classe mission, ben, c'est un objet qui a été généré à partir des champs qu'on a spécifiés dans notre JDL. Ça a été généré automatiquement avec les toString et les hashcodes. Et notre Persistent Edit Event, c'est notre version stockée de l'événement d'audit qui est stocké au niveau de la base de données. Il a été généré en fonction de Jupyter, donc c'est des classes internes à Jupyter qui sont toujours générées. Ça couvre le domaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas d'aimer. Merci.